Salut les Topiens, super content de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement des festivités sur la chaîne, mais aussi à Disneyland Paris qui va commencer la célébration de son 30e anniversaire. L'occasion de revenir ensemble de manière assez originale sur 30 ans d'histoire à Disneyland Paris, 30 anecdotes qui ont marqué l'histoire du parc, enfin plutôt des parcs, car comme vous le savez, il y a 2 parcs à Disneyland Paris. On va passer par les cérémonies, les attractions et spectacles disparus, des événements qui m'ont marqué, que j'ai vécu ou que j'aimerais vivre et qui permet de retracer l'histoire de Disneyland Paris de manière originale. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! L'histoire de Disneyland Paris, elle commence par une vidéo que les fans Disney connaissent et que je vous invite à visionner. C'est la cérémonie d'ouverture du parc qui a été présentée par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday sur TF1. Une cérémonie d'ouverture qui permettait de faire une première visite virtuelle du parc. Ce qui est hilarant dans cette vidéo, c'est le nombre d'erreurs que font les présentateurs pour désigner les différentes attractions. Et puis c'est tout de même les premières images d'un parc avec une végétation encore timide, une seule véritable attraction à sensation qui à l'époque était Big Thunder Mountain. Et ça, c'est le premier événement, la première anecdote marquante de l'histoire de Disneyland Paris. Un an plus tard, ça a été peut-être aussi le début des premiers faux pas. À Disneyland Paris, pour fêter sa première année d'ouverture, le château de la Belle au Bois dormant s'est transformé pendant quelques temps en un énorme cake, un gâteau d'anniversaire en fait. Sans doute un premier signal qu'il y avait aussi un décalage entre la culture américaine et la culture européenne, puisqu'on peut pas dire que c'était vraiment une réussite. Notre château a pas subi les pires transformations, puisque c'est justement sur ce château en Floride que par exemple, il y a quelques années, avait été mis sur le château du papier toilette. Ils avaient imaginé que Lilo et Stitch avaient recouvert le château de Cendrillon de papier toilette pendant la nuit. Bon, on a quand même évité le papier toilette sur le château de la Belle au Bois dormant. Mais beaucoup parmi vous aiment encore ce cake et certains en ont des bons souvenirs. C'était quand même une époque colorée et plein d'optimisme. Et c'était aussi très enfantin. Et le château, il a été transformé une deuxième fois. Et là, pour le coup, je trouve que le concept était plus intéressant et surtout unique. À l'occasion du 5e anniversaire du parc, le château avait été recouvert de clins d'œil à l'univers du bossu de Notre-Dame. Pendant ce temps-là, dans le parc se tenait ce qu'on appelait le Carnaval des Fous. C'était une sorte de célébration de saison autour de l'univers du bossu de Notre-Dame. Donc c'était en 1997. Et là, je trouve que l'inspiration était plus intéressante puisque le bossu Notre-Dame, c'est quand même profondément lié à l'histoire de Paris. Les deux univers, je trouve, se corrélaient beaucoup mieux et le rendu était aussi très impressionnant avec plein de clins d'œil faits aux fous. Alors, vous le savez, depuis l'ouverture du parc, il y a de nombreuses attractions qui ont été modifiées, remplacées, parfois aussi qui ont été abandonnées, c'est-à-dire qui n'ont jamais été construites. Et parmi celles les plus marquantes, on en avait déjà parlé sur la chaîne, il y avait par exemple les canoës de Rivers of America. Et oui, il fut un temps où à Frontierland, sur Rivers of America, où les visiteurs pouvaient faire du canoë et visiter Frontierland de cette manière, en passant à proximité du Mark Twain ou du Molly Brown. Il y avait une autre façon aussi de visiter Rivers of America, c'était d'emprunter les fameux Killboats. Et une autre attraction mythique aussi qui a disparu, c'est les pirouettes du Vieux Moulin. Aujourd'hui, c'est un espace de restauration, notamment pour le goûter. Ça vend essentiellement des gaufres et des produits sucrés. Mais avant, c'était une attraction. Et le moulin était composé de pirouettes à l'arrière qu'on pouvait emprunter pour observer Fantasyland. Pendant quelques temps, les pirouettes sont restées, elles ont finalement été démantelées. En 1992, parmi les autres spectacles abandonnés, il y en a un que j'adore. Dès 1992, à Discoveryland, il y avait une comédie musicale, La Belle et la Bête. Et bien, ce spectacle, aujourd'hui, est toujours donné en Floride, dans le parc Disney Hollywood Studios. Là-bas, il avait démarré en 1991 et rien n'a changé. C'est toujours aussi kitsch, les costumes sont les mêmes, les tableaux sont pratiquement tous les mêmes. Et je trouve que c'est assez fou qu'un spectacle aussi ancien soit encore joué dans une version quasiment similaire. Alors maintenant, je vous propose de passer à l'année 1993 qui voit l'arrivée Indiana Jones et le Temple du Péril. Aujourd'hui, c'est un coaster emblématique du parc, parfois un peu critiqué parce qu'il peut être un peu douloureux, vous considérez comme trop court ou pas assez sensationnel. En tout cas, à l'époque, lorsqu'il a été imaginé ce coaster, il était simplement provisoire. Il avait pour but en fait de désengorger l'affluence au niveau de l'attraction Big Thunder Mountain. Il avait aussi pour but de faire patienter les visiteurs avant l'ouverture de Space Mountain de la Terre à la Lune. Et ce coaster comporte la première inversion, le premier looping des parcs Disney, en tout cas des Magic Kingdom, donc des royaumes enchantés. Et c'est George Lucas lui-même qui est venu assister à l'inauguration sous une pluie battante. Ben oui, parce qu'on est quand même à Paris, donc il faut qu'il pleuve. En 1994, il y a une parade que j'aurais rêvé de voir, et pourtant ça n'a rien à voir avec Disney, ça n'a rien à voir avec la Smoule comme on dit. C'était une parade pour mettre en avant le TGV. Parce que vous le savez peut-être, il y a aussi une gare ferroviaire, une gare grande ligne qui, depuis 1994, accueille les TGV et les trains à grande vitesse, ce qui permet de relier une
cinquantaine de villes françaises et européennes à la destination. Et donc pour l'occasion, pour le lancement de ce TGV, une parade spéciale avait été donnée dans le parc avec un TGV en papier et en carton. Une parade incroyable qui mettait en avant donc ce train qui était le fleuron de la France dans les années 90. Et en grand amateur de train, j'aurais beaucoup aimé voir cette parade, aussi kitsch soit-elle, j'aurais bien voulu la voir en vrai. Je voulais vous parler aussi de ce qui s'est passé en 1996 parce que beaucoup de monde l'a déjà oublié. Mais en 1996, il y a eu l'ouverture d'un restaurant mythique à Disneyland Paris, c'est le Buzz Lightyear Pizza Planet. Oui, il y a déjà eu un Pizza Planet à Disneyland Paris. Il se situait vers l'arrière de Discoveryland et il reprenait le concept qu'on avait pu découvrir dans le premier Toy Story en 1995. Et donc le Pizza Planet, même s'il avait quelques défauts à mon sens de thématisation et d'immersion, c'était quand même un des lieux qui m'a fait beaucoup rêver quand j'étais petit, même encore assez récemment, puisqu'il était encore ouvert il y a de ça une petite dizaine d'années. Et c'était un restaurant qui avait toute sa place. Il se pourrait que ce restaurant fasse un jour son retour, non pas dans les parcs, mais au Disney Village. Le Pizza Planet pourrait revenir un jour pour remplacer le Café Mickey. C'était des concept art qui avaient circulé il y a un an de ça, on en avait parlé sur la chaîne. Peut-être que le projet n'est plus en cours, mais en tout cas, ces concept art existent vraiment. Donc j'espère qu'un jour, il y aura le retour du Pizza Planet qui existe d'ailleurs dans d'autres parcs Disney. En parlant justement de Buzz l'éclair et de l'univers de Toy Story, il y a eu une cérémonie très marquante à Disneyland Paris, c'est l'ouverture de Space Mountain de la Terre à la Lune, la première version de Space Mountain. Et bien ce jour-là, beaucoup de célébrités, comme souvent, étaient invitées dans les parcs Disney pour marquer l'événement. Et une des personnalités les plus emblématiques, je trouve, qui est venue ce jour-là, et peu de monde l'avait quand même noté, c'était Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, c'est le deuxième homme qui a marché sur la Lune, mais surtout pour l'univers Disney, c'est un homme qui a inspiré Buzz l'éclair. Ils ont la même apparence, les mêmes défauts, les mêmes qualités. L'inspiration est plus qu'assumée du côté de Pixar. Et donc je trouvais que la boucle était bouclée avec la présence de Buzz Aldrin dans un univers Disney qui venait tester une attraction emblématique des parcs Disney et qui avait aussi, je pense, suscité beaucoup de vocations. Vous le savez peut-être, ma saison préférée à Disneyland Paris, c'est une saison disparue. Elle s'appelait Swing into Spring. C'était la saison du printemps. Elle a été donnée entre 2014 et 2016, il me semble, et je trouvais qu'elle était très inspirée du Festival des Fleurs qui existe aussi à Epcot. Elle était elle-même inspirée d'une vieille saison qui avait déjà existé à Disneyland Paris une seule année, le Festival des Fleurs en 1997. Swing into Spring est en réalité une des plus vieilles saisons de Disneyland Paris, une des moins récurrentes du coup puisqu'elle n'a pas duré très longtemps, mais c'est aussi ma saison préférée à Disney et j'aurais adoré découvrir le Festival des Fleurs dans sa première version. En parlant de première version, il y a beaucoup d'attractions qui ont été modifiées, des rethématisations ou des attractions abandonnées, mais il y a aussi eu les salles de spectacle qui ont beaucoup changé. Et figurez-vous qu'avant, le Frontierland Theater, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, s'appelait le Chaparral Theater. Et en réalité, cette salle était sans cesse modifiée. Au début, c'était une salle avec une estrade et des gradins en plein air. Il y avait un premier spectacle qui était donné qui s'appelait Hillbilly Hoedown, donc là très inspiré de la thématisation d'origine de Frontierland. Et puis ensuite, il y a eu un spectacle beaucoup plus emblématique qui était le spectacle de Pocahontas, où là, une première fois, la salle a été modifiée. C'est dans cette salle aussi qu'il y avait deux spectacles que j'adorais, Tarzan, et puis il y avait aussi la Forêt de l'Enchantement qui était une création originale. Et ensuite, cette salle a été entièrement démolie et reconstruite, elle a même changé de nom. Désormais, elle s'appelle le Frontierland Theater et sa thématisation est beaucoup mieux reliée à l'histoire de Frontierland, mais aussi à l'histoire de Phantom Manor, puisque le propriétaire de cet endroit n'est autre qu'un des prétendants de Mélanie, le personnage principal de l'attraction Phantom Manor. Tout à l'heure, on parlait des stars, et il y a une star qui a marqué l'histoire de Disneyland Paris, peut-être qu'un jour on y consacrera une vidéo entière, c'est Michael Jackson. Dès 1992, Michael Jackson a été un visiteur régulier du parc. Il séjournait à chaque fois dans la suite de La Belle au Bois dormant dans le Disneyland Hotel. Il a d'ailleurs laissé une dédicace sous le piano qui se situe dans la suite. Et puis il a testé un grand nombre d'attractions. Il a même fait privatiser le parc le soir. Il a lui-même testé Space Mountain de la Terre à la Lune. Les cast members lui ont aussi fait essayer certains véhicules de la Main Street Electrical Parade. Donc il a conduit un petit char de la Main Street Electrical Parade. Et puis il faut savoir que Michael Jackson était aussi une star du parc puisqu'il incarnait lui-même une attraction du parc qui n'était autre que Captain EO, une attraction conçue par George Lucas pour le parc Epcot en Floride, une attraction ensuite qui a été dupliquée dans tous les autres parcs Disney, y compris à Disneyland Paris, où cette attraction qui avait disparu est finalement revenue en 2010, à l'occasion du décès du roi de la pop. Et ben cette attraction est revenue et les fans français de Michael Jackson étaient venus en costume à l'inauguration. Et la dernière représentation a aussi été très émouvante et j'étais là lors de cette dernière représentation. Pour continuer avec les stars, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup dans les parcs Disney, c'est que lors de l'ouverture du Rock'n'Roller Coaster, les Imagineers ont demandé à différents rockers de prêter ou de donner des guitares électriques qui étaient exposées à l'entrée de l'attraction. Et celui qui l'avait le mieux expliqué, c'était Johnny Hallyday qui s'était trompé sur le nom de l'attraction et qui avait
dit le soir de l'inauguration qu'il avait effectivement donné une guitare et ça avait donné cette séquence culte qui expliquait qu'il était monté dans cette attraction et qu'il avait prêté une guitare. Voilà, c'était une petite anecdote rigolote. Et je me demande d'ailleurs où seront ces guitares désormais. Est-ce qu'elles seront intégrées à la thématisation de Iron Man ou est-ce qu'elles seront en backstage? On ne sait pas. Ces derniers temps, on parle souvent du Frontierland Theater, du spectacle du Roi Lion. On oublie qu'il y a déjà eu une saison Roi Lion à Disneyland Paris, c'était en 2004. Et puis de 2004 à 2009, à Vidéopolis, il y avait un spectacle qui s'appelait La Légende du Roi Lion. Et ce spectacle, qui était quand même un spectacle plus modeste que celui qu'on a aujourd'hui à Frontierland Theater, eh bien, il intégrait cependant ce qu'on appelle les speaking characters. Par exemple, Timon avait son visage qui s'animait lorsqu'il parlait. Aujourd'hui, Disneyland Paris n'a plus qu'un seul personnage comme ça, il se trouve à Mickey et le magicien. Il en existe très très peu dans les parcs Disney, là où il y en avait le plus, c'était au Magic Kingdom de Floride, et à l'époque, Disneyland Paris était un des tout premiers parcs à expérimenter ce genre de personnage, et donc c'est en ça que ce spectacle a aussi marqué l'histoire du parc. En 2006, le parc, il est marqué par une nouveauté, mais il s'agit en réalité d'une rethématisation. Le Visionarium disparaît pour laisser place à Buzz Lightyear Laser Blast. À ce jour, c'est la dernière ouverture d'une nouvelle attraction dans les parcs Disney, d'une attraction majeure, puisqu'il y a quand même eu des grandes réhabilitations comme Star Tour, l'aventure continue. Il y a aussi eu l'arrivée d'un spectacle comme Filar Magique. Mais Buzz Lightyear reste la dernière ouverture majeure dans le premier parc Disney. Et la toute dernière extension majeure du parc, elle a eu lieu en 1994, lors de la création du Pays des Contes de Fées, qui était une sorte de copie d'une attraction qui existait déjà à Disneyland en Californie et qui avait pour but de relancer la destination après des premières années difficiles. Parmi les événements disparus aussi à Disneyland Paris, il y en a un que j'aurais adoré faire, c'est les Terrorific Nights qui avaient lieu en 2008, inspirés des Horrific Nights de Universal Studios. Ce sont ces soirées Halloween un peu plus gore, un peu plus violentes, plus souvent destinées à un public de jeunes adultes, d'adolescents. Et justement, comme les parcs Disney étaient considérés comme des destinations familiales, ils ont décidé de mettre fin à ce genre d'événements qui avait pourtant bien fonctionné, en tout cas qui avait eu très bonne presse. Ils ont eu lieu en 2008, en 2010, en 2011 et en 2012, et ça se déroulait dans le parc Walt Disney Studios, et malheureusement ça n'a jamais été reconduit, et Disney a depuis préféré miser sur ces soirées Halloween, disons plus classiques, dans le premier parc Disneyland. En 2012, il y a une nouveauté majeure dans les parcs Disney. 2012 est une période étrange pour les parcs Disney, c'est une période où il y a peu de nouveautés, le parc n'est pas assez rénové, la prochaine nouveauté est dans 2 ans, et c'est à ce moment-là que le parc Disney commande un spectacle qui s'appelle Disney Dreams. Et Disney Dreams aujourd'hui est encore le spectacle préféré des fans Disney, et pas que les fans de Disneyland Paris. C'est un spectacle qui a tellement marqué le public qu'il a aussi été récompensé par les professionnels. Il a obtenu un Brass Ring Award. Ce spectacle, il avait un budget de 10 millions d'euros. Il avait nécessité beaucoup de travaux sur le château pour intégrer les technologies qui étaient utilisées pour ce spectacle, c'est-à-dire le laser par exemple. Au niveau de la dernière tourelle avait été aussi installée la fameuse Second Star to the Right. Et ce genre de spectacle a marqué l'histoire des parcs Disney puisqu'aujourd'hui, tous les autres parcs du monde utilisent massivement le mapping de cette façon. Et ça permet aussi pour Disney de faire un spectacle tous les soirs sans trop utiliser de feux d'artifice bruyants. Tous les autres spectacles des parcs Disney qui ont lieu sur les châteaux sont construits presque de la même façon que Disney Dreams. Et beaucoup de fans rêvent de son retour dans les parcs Disney. Et enfin, une toute dernière anecdote sur les parcs Disney. En 2014, ça a été la dernière ouverture d'une attraction majeure à Disneyland Paris, c'était au parc Walt Disney Studios, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Et cette attraction, elle a été dupliquée dans un autre parc à Epcot. Et là aussi, elle rencontre un très grand succès. Elle a été parfaitement copiée. Et depuis, il n'y a pas eu de nouveauté majeure dans les parcs Disney. Mais vous le savez, cette année marquera l'ouverture du Avengers Campus, qui est la rethématisation complète de l'ancien backlot qui comprenait l'attraction Armageddon qui a été démolie, ainsi que l'attraction Rock'n'Roller Coaster qui deviendra une attraction Iron Man. C'est sur cette note-là que je vous propose de terminer, puisque c'est quand même la prochaine étape majeure de la destination. J'espère que cette façon assez originale de revisiter l'histoire de Disneyland Paris vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos souvenirs préférés de la destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!